à tous et merci de choisir le grand rendez-vous pour votre soirée télé. Ce soir, ce sera 4 plateaux entretien plus le journal qui viendra à 19h45 exactement. Le menu vient tout juste derrière la météo que voici. Un défi majeur pour le Bénin, atteindre l'autosuffisance en volaille. Suivez tout à l'heure sur Monde Agricole ce que font les acteurs en se basant sur la politique de l'État central en la matière. Ce soir, mesdames et messieurs, je vous invite à visiter le site www.artisticcloud.com pour donner plus de visibilité à vos créations artistiques. Suivez la créatrice de ce site pour en savoir en réalité comment y avoir accès, tout simplement. Le monde entier travaille, bien sûr, à diminuer le degré de transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant et ça a marché, hein, chers téléspectateurs, ça a marché. Le risque est moindre désormais, c'est ce que nous dira tout à l'heure l'invité de Nature et Bien-être de ce grand rendez-vous. Un nouveau souffle annoncé pour le tourisme béninois. 26 œuvres historiques viendront dans les tout prochains jours enrichir le patrimoine des attractions touristico-culturelles du Bénin. Horizon Culture en fait son sujet de la semaine. Le grand rendez-vous, vous le savez, c'est également le journal. Ça vient à 19h45 et sera présenté ce soir par Amadine Aniambossou, déjà en place pour les titres. Bonsoir Amadine. Bonsoir à vous, Assoum Gaba. Alors, quel est le menu de ce 19h45? Eh bien, Assoum Gaba, le karité est en passe d'être la 3e filière d'exportation derrière le coton et l'anacade. Un projet d'appui au développement de cette chaîne de valeur est mis en place. Un projet qui va impacter 200 000 femmes assure la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Le VIH-Sida constitue toujours une menace pour la santé publique malgré les progrès accomplis dans le domaine ces dernières années. Cette année, l'accent est mis sur le dépistage. Et puis, les jeunes diplômés sans emploi prennent leur destin en main. Ils ont créé le Conseil national pour l'emploi des jeunes pour aborder les questions liées au chômage et à l'entrepreneuriat. Merci beaucoup à vous, Amadine Aniambossou, pour la présentation des titres. Et ça m'intéresse beaucoup. Hein. J'aimerais voir ce que font en réalité les jeunes pour essayer de faire reculer le taux de chômage au Bénin. Oui, il faut s'y prendre soi-même. Il faut assurer son avenir, pourquoi pas. Alors, on va tout de suite ouvrir les différents plateaux entretien de ce grand rendez-vous et nous allons commencer par Monde Agricole. Alors,
On se demande comment est-ce qu'il faut donc faire pour atteindre l'autosuffisance en matière de consommation des produits issus de la production avicole au Bénin. C'est cette question que nous allons répondre tout à l'heure avec l'invité de Monde Agricole. Nous allons tout d'abord suivre ce reportage signé Gloria Oni qui nous parle d'aviculture. Regardez. L'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle bientôt une réalité au Bénin. L'aviculture, l'une des filières pourvoyeuses d'emplois, est en voie d'être réorganisée pour plus de résultats. Les acteurs de la filière exposent au public leur potentialité. L'investissement est lourd et le retour sur l'investissement est lent. Mais je crois qu'avec les structures que le gouvernement est en train de mettre en place, telles que le FNDA, le Fonds de développement national agricole, avec ce fonds, je crois qu'on aura un bon développement. Le marché agricole au Bénin, actuellement, la demande est supérieure à l'offre. Nous n'avons pas encore atteint ce qu'il faut. Nous, notre problème, c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire d'abord, avant de commencer par réexporter dans les pays, surtout au Nigeria. Puisqu'on a vu que les Nigériens en ont besoin. Organiser des journées béninoises pour l'aviculture, c'est une première. L'enjeu est grand et les défis non négligeables. Nous avons promis d'ici 2021 arriver à 30 000 tonnes d'œufs. Et 2022, et nous, avec la collaboration du gouvernement, etc., nous allons commencer par faire l'exportation de nos produits. Malgré le développement de cette filière, elle fait toutefois face à de nombreuses contraintes liées notamment à la disponibilité. En Afrique, automatiquement, on pouvons nous-mêmes manger nos volailles, nous-mêmes développer nos agricultures, développer tout ce qui concerne l'agriculture en Afrique. C'est un métier qui est un peu délicat, mais j'invite les femmes, les Béninoises, j'encourage les Béninoises de se lancer dans l'agriculture. Et nous aurons des gains de cause. Dans le combat pour l'autosuffisance en protéines animales, l'aviculture est sans doute la meilleure arme du Bénin. Et ces premières journées avicoles apparaissent comme le signal pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Merci à vous, Gloria Oni, pour ce reportage. On revient en plateau avec M. Brice Roussou. Il est ingénieur d'élevage, c'est ça? Oui. Bonsoir, M. Roussou. Bonsoir, Garba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai suivi tout à l'heure ma collègue Gloria Oni dans sa chute parler de la production avicole comme la meilleure arme du Bénin en matière de autosuffisance en protéines animales. Elle a raison ou pas? Garba, je ne peux pas dire le contraire. Ah, oui? Sinon, on ne peut pas manger aujourd'hui sans la protéine animale. C'est vrai qu'il y a les végétariens qui prônent leur truc là, mais la plupart des Béninois mangent de la viande, du poisson. Et pour avoir de la viande, c'est la volaille qui est l'espèce la plus facile à gérer, à exploiter pour produire suffisamment de la protéine animale. Okay. Et nous savons, la volaille, c'est de la viande, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est de la viande noble, c'est de la viande blanche. Et l'œuf, un seul œuf par jour suffit largement à combler beaucoup de déficits en nutriments pour l'organisme humain. On a suivi également dans le reportage, oui. M. Otola, on pense déjà à l'exportation. C'est à croire que, bon, à l'intérieur, on a déjà atteint l'autosuffisance. Oui, on dit souvent visez la Lune et vous allez atteindre les étoiles. Nous visons loin. Okay. Et tant qu'on ne projette loin, nous ne pouvons satisfaire les besoins immédiats. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la satisfaction de la population béninoise en matière de viande de volaille et d'œufs de table. Ceci, vous le savez bien, était assuré par l'exportation, mais de jour en jour, j'ai dit dès lors que nous sommes en mesure de produire nous-mêmes, pourquoi ne pas mettre en place une organisation efficace pour satisfaire nos besoins quotidiens en viande. Et je le répète, la volaille constitue la deuxième source de protéines
ici au Bénin après les ruminants. Alors, je le disais que c'est un défi majeur pour le Bénin de pouvoir atteindre l'autosuffisance, un des défis, voilà, majeurs pour le Bénin, de pouvoir atteindre l'autosuffisance en matière donc de produits, parlons des volailles. Avicole. Alors, mais quelles sont alors les difficultés liées donc à cette filière aujourd'hui au Bénin? Aujourd'hui, les acteurs de cette filière sont confrontés à plusieurs difficultés. Et on peut citer quelques-uns. Il y a d'abord l'accès aux intrants. Et quand nous parlons d'intrants, c'est les aliments, c'est le matériel d'élevage. Les aliments, on en produit au Bénin? On en produit, mais pour l'instant, le coût est relativement élevé pour le petit producteur. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que à la source, la production des matières premières, le maïs et le soja, ne sont pas maîtrisées. Là, la production n'est pas encore tellement... Au Bénin? Oui. Le maïs? Oui, le maïs, il y en a, mais à quel coût le producteur d'aliments achète? Et il y a, je vous le dis, un seul gros producteur d'aliments, de volailles, ici au Bénin. Dans ce sens, il n'y a pas encore un contrôle régalien à ce niveau. Et il se fait que, même si les Béninois, les acteurs béninois ont accès à cet aliment, il n'y a pas encore un contrôle du point de vue de la qualité non plus. Ça revient relativement cher. Et si vous abordez les acteurs, ils vous le diront. C'est ce qui fait que, relativement au coût de production, le coût de production de la volaille est plus élevé, ce qui fait fuir certains petits, ce qui fait fuir les consommateurs qui n'ont pas encore un gros pouvoir d'achat. Et ce qui donne en même temps le pouvoir aux produits importés. Oui, ça donne le pouvoir de dominer le marché. De dominer le marché. Mais à ce niveau, j'appelle encore l'État à prendre ses responsabilités. On dit souvent qu'à cause des règles de commerce au plan mondial, on ne peut pas interdire les importations. Même si on ne peut pas interdire, même les États occidentaux ont des stratégies pour limiter l'importation de produits venant de l'Afrique. Nous aussi, prenons nos responsabilités et limitons l'importation. C'est ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, et au Sénégal et au Cameroun pour booster la filière avicole. Et aujourd'hui, ils ont leur modèle de développement de ce secteur-là. Ce qui fait qu'au Cameroun, on n'importe plus de viande de volaille, on n'importe plus les œufs de table. Même chose en Côte d'Ivoire, même là, si tu veux importer, tu risques de payer 1000 francs CFA par kilo de viande importée. Si c'est cela, toi-même, si tu étais importateur, tu ne peux que te reverser dans la production. Donc, ce sont ces stratégies que nous devons mettre en place. Des stratégies de prélèvement à la douane, et on reverse ces prélèvements-là aux acteurs pour booster la production de qualité et d'abord en quantité et en qualité. Et en qualité. Alors, donc, ça fait partie donc des solutions pour booster la production avicole au Bénin. C'est un des éléments. Un des éléments, oui, parce qu'en parlant tout à l'heure des difficultés, vous avez énuméré surtout la production des intrants. Le coût est élevé. Est-ce que vous pensez qu'en agissant sur ce levier-là, on pourra vraiment booster la production agricole au Bénin? Si on agit sur le levier alimentation comme intrant, on agit sur le levier poussin d'un jour qui revient relativement bas en matière de prix par tête. C'est déjà important pour permettre aux petits producteurs de se mettre à produire massivement. Et quand nous produisons massivement, il faut maintenant mettre en place un système de gestion de cette production-là. Et il faut que l'État aide à la sensibilisation. Nous, acteurs, au niveau de l'interprofession de l'aviculture, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour la communication, la sensibilisation. Quand on vient chez vous, nous savons, surtout dans les médias, ce n'est pas si facile. Alors, nous voulons l'appui de l'État. Pourtant, vous êtes avec nous depuis... Nous voulons l'appui de l'État, l'appui du ministère de l'Agriculture, qui en fait quand même assez déjà pour nous. Nous remercions le ministre de l'Agriculture, M. Dossoui, pour tout ce qu'il fait actuellement pour le secteur avicole. C'est une première, on n'en avait jamais eu.
Il faut une forte sensibilisation parce que le Béninois, le commun des mortels au Bénin ici, ne comprend pas encore l'importance de la viande de volaille dans son plat. Ce qui fait que mais il en consomme hein, d'importé. Il en consomme d'importé, mais l'importé consommé, il ne sait pas l'impact que cela a. Vous êtes sûr que c'est le message que doit porter la communication pour que, les Béninois commencent à consommer Made in Bénin? Le Béninois est réticent à consommer ce qu'il produit. Voilà. Il faut agir sur ce levier-là. Lorsque le Béninois est conscient que ce qu'il produit, c'est ce qui est conforme d'abord, moi je dis, au climat où il vit. Voilà. Nous ne tenons pas souvent compte de ça. Le climat où vit l'être humain conditionne les produits qui sont issus de ce terroir pour sa santé. Consommons d'abord ce que nous produisons et le reste vient après. Si nous ne commençons pas à consommer suffisamment, cela va booster la production. Et si ça booste la production, l'État aussi va en gagner. Oui, j'allais même vous demander ce que l'État gagnerait aujourd'hui, ce qui pourrait motiver l'État à beaucoup plus s'intéresser à la filière avicole. Oui, l'État a beaucoup à gagner. D'abord, l'État, à travers l'appui qu'il va apporter à la filière avicole pour booster la production, la compétitivité et donc l'écoulement de ces produits sur le marché national, l'État crée ainsi beaucoup d'emplois. À l'étape où nous sommes, nous pouvons dire que si vous avez déjà 1 millier de têtes de volailles, vous avez créé 2 emplois directs. 1 millier? Vous avez déjà 2 emplois directs. Direct. Et les emplois indirects. Quel profil déjà? Vous avez un technicien, vous recrutez un technicien. Et vous-même qui êtes directeur de votre exploitation, vous êtes aussi un employé. Un employé. Ça fait déjà 2. Il y a les emplois intermédiaires. Ceux qui viennent vous servir l'aliment, c'est un emploi. Ceux qui viennent pour le nettoyage de votre exploitation, du poulailler, ça, ce sont des emplois qui sont créés comme ça. Il y en a beaucoup. Alors, l'État a gagné en boostant, en investissant dans la filière avicole parce que le développement de la filière avicole entraîne en même temps le développement de la production du maïs. Et je remercie le ministère de l'Agriculture qui a déjà initié des projets de développement du secteur du maïs particulièrement, et ceci en prenant en compte les besoins de la filière avicole en matière de production d'œufs. Parce que ce secteur exploite beaucoup le maïs jaune. Oui. Et aussi, il y a le projet de développement de la filière œufs de table qui est déjà adopté. Seulement, la mise en place traîne un peu. J'espère que d'ici l'an 2018, 2019, pardon. 19 plutôt. Que les choses vont prendre. Les choses vont prendre. Merci. Autre chose pour l'État, puisque l'heure c'est que par le développement de la filière avicole, l'État aide comme ça cette filière à prendre une bonne part dans la constitution du PIB. Voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Onsou Brice, ingénieur d'élevage. J'espère qu'on aura le temps de parler, pourquoi pas prochainement, de l'investissement, les leviers sur lesquels donc il faut agir en matière d'investissement dans la production avicole au Bénin. Merci à vous d'être venu. Merci, j'aimerais bien que la prochaine fois, très bientôt, que vous ayez plus de temps. Vous l'aurez avec Karamat Abataou, pourquoi pas, sur le forum du jour. Ça va se passer ici, 52 minutes, ce sera pour vous. Merci. À très bientôt. Sur le grand rendez-vous, nous allons continuer et cette fois-ci, je vous invite sur le site www.artisticcloud.com. Ça, c'est une plateforme dédiée, bien sûr, à vous, créateurs artistiques. Oui. Comment y avoir accès? On en parle. C'est sur l'Espère. Oui, vous êtes bien sûr sur le grand rendez-vous et actuellement sur le www.artisticcloud.com. Nous avons sur le plateau la créatrice de ce site web, c'est ça, hein? Mélissa Mouensou, écrivaine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et
de travailler à ce que plus les créateurs béninois aient plus de visibilité. Mais dites-nous, j'ai l'impression que c'est une décision ou c'est une décision prise, initiative issue des difficultés que vous avez eues, vous, en tant qu'écrivaine, c'est ça? Oui, bien sûr. En tant qu'écrivaine, j'ai eu à remarquer que, en particulier au Bénin, c'est un peu compliqué d'émerger en tant qu'artiste. C'est un peu compliqué de vendre ses œuvres en tant qu'artiste parce que le public béninois n'a pas réellement conscience de l'importance de l'art. Donc, le but d'Artistic Cloud, qui est basé sur mon expérience personnelle, c'est d'aider ces artistes-là à atteindre plus le marché béninois et au-delà du Bénin. Alors, quand vous aviez sorti votre bouquin, c'est intitulé... Un pari dangereux. Un pari dangereux. Un pari dangereux. Quand vous l'avez sorti, vous avez eu quelles difficultés, en fait, qui vous ont poussé à créer artisticloud.com? Déjà, je pense qu'un pari dangereux n'aurait jamais vu le jour si je n'avais pas eu de soutien, le soutien de mes parents. Mes parents et certaines personnes, bien sûr. Oui. Et le livre, d'abord, a été édité en France. Donc, pour moi, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème, normalement, que je n'ai pas pensé à éditer mon livre dans mon propre pays et que j'ai pensé à un autre pays. Parce que j'ai vu comment ces auteurs-là sont conduits. Donc, avec la publication du livre-là, j'ai eu mon père qui m'a beaucoup soutenue financièrement et au niveau de la communication. Et j'ai remarqué que c'est à toi-même de faire tout le boulot. Techniquement, quand tu écris déjà, ou tu dessines, ou tu chantes, ou tu as déjà un certain talent, il faut réellement que certaines personnes t'accompagnent. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'institutions, ou que les institutions chargées de ça, je ne vois pas réellement ce qui se passe. Donc voilà pourquoi. Vous avez créé Artistic. Donc Artistic Cloud vient régler la plupart de ces problèmes-là. Vous avez parlé d'édition, problème de communication, et également d'institutions ou d'organisations pouvant prendre en charge les créations artistiques au Bénin. C'est ça? Oui. Comment est-ce possible? L'édition, par exemple, dites-nous, comment est-ce que Artistic Cloud règle ce problème-là? Déjà, Artistic Cloud est divisé en plusieurs domaines. Okay. Le domaine de la musique, du dessin, de la photographie, tous les domaines que nous supposons être de l'art, et plus encore. Artistic Cloud va prendre par exemple dans le domaine de la littérature, oui. Va peut-être, si tu as écrit ton roman ou un recueil, tu te rapproches d'Artistic Cloud, on juge de la qualité littéraire de ce que tu as fait et on va t'aider pour avoir déjà, disons, été dans le système là. Par exemple, moi, je sais comment ça se passe un peu dans l'édition. Donc, ce sera un peu pour t'aider à corriger peut-être ton œuvre, à le faire publier, à choisir les bons éditeurs. C'est en quelque sorte la mise en réseau des acteurs. Oui, c'est un peu une agence artistique. À long terme, nous voulons que ce soit une agence artistique. OK. Et donc, en matière d'édition, par exemple, comme vous y connaissez, quand il y a un nouveau, vous lui dites en fait, voilà comment ça se passe, voilà comment ça marche. Vous lui montrez les chemins à suivre, en tout cas, les pas à marquer pour pouvoir permettre à son œuvre d'avoir plus d'édition. Alors, comment y avoir accès en réalité, Artistic Cloud? Pour l'instant, Artistic Cloud n'est que virtuel. C'est pour ça qu'on parle de galerie d'art virtuelle. OK. Et il suffit juste de taper artisticloud.com sur Google pour visiter le site. Maintenant, pour envoyer ton œuvre ou pour parler de toi en tant qu'artiste, il faut juste envoyer un mail à info@artisticloud.com. info@artisticloud.com ou me contacter. C'est très simple d'entrer en contact, nous ne sommes pas fermés. Pour le moment, on est juste une toute petite équipe. Et on veut quand même qu'il y ait des gens qui, disons des collaborateurs, des personnes qui pensent que la cause serait intéressante pour ces personnes-là et qui voudraient participer. Pour le moment, Artistic Cloud ne paye pas les gens, ne prend pas de l'argent également. Pour le moment, c'est à but non lucratif, mais quand même, avec le temps, on pense, parce qu'on veut aider, nous ne voulons plus rester dans sur cette mentalité où il faut juste aimer les photos peut-être sur Internet, dire c'est bon, parce que l'artiste a quand même besoin de vivre de son art. Donc voilà le but à long terme. Donc une agence artistique, on va collaborer avec ces artistes-là et travailler avec eux.
Mais pour le moment, avec qui on trouve des personnes, disons, bien qualifiées, parce que le site a quand même besoin de nouvelles personnes, si elles sont intéressées, ce ne sera pas non. Je ne vais pas dire que ce ne sera pas non payé, voilà. Ce sera bien surpayé, ces personnes-là. Donc, non seulement vous avez besoin des artistes, sinon des créateurs qui vont venir poster leurs œuvres sur le site, mais vous avez également besoin des gens, c'est-à-dire du personnel, des profils, de la compétence en réalité pour la gestion également de ce site-là. Pour un projet comme ça, à but non lucratif, les soutiens vont venir d'où? Comment est-ce que vous pensez faire fonctionner cela? On est au stade embryonnaire. Okay. On a toujours besoin de collaborateurs et on cherche toujours par où, disons, par où passer concrètement. Et je pense que c'est déjà un canal ici. Ils peuvent visiter s'ils sont intéressés. Je pense qu'il y a quand même des personnes qui sont intéressées par le domaine culturel qui veulent peut-être participer. Oui. Pour le moment, notre partenaire principal, ce serait mon père. Toujours le sponsor officiel de Mélissa. Voilà. Voilà. Mais dites-nous, je suis artiste, chanteur. Comment est-ce que je peux arriver donc à mettre mon œuvre sur votre site? On a déjà Quels sont les profils, les critères à remplir? On a déjà un artiste chanteur, par exemple. Là, nous nous sommes rapprochés. Nous nous rapprochons aussi des artistes là. Si vous connaissez un artiste, vous pouvez aussi nous parler de ces artistes-là. Nous nous sommes approchés d'un artiste, par exemple, qui s'appelle Kevin. C'est un chanteur vraiment exceptionnel. Donc, nous l'avons contacté. Tu nous envoies simplement une vidéo, mais avec plus de matériel. On voudrait peut-être enregistrer quand même dans des studios pour donner un aspect plus professionnel à la chose là. Mais pour le moment, vous nous envoyez juste une petite vidéo, une simple vidéo qui est quand même regardable et votre talent fera le reste. Alors si je comprends bien, ce n'est pas forcément du produit fini que vous avez besoin. Non. Vous avez juste besoin, par exemple, je suis un chanteur, j'ai un projet, par exemple, de sortir peut-être un single pour faire mon entrée dans le monde artistique. Donc, je peux faire une petite vidéo, juste envoyer sur le site et vous allez écouter, voir en réalité si c'est bon ou pas. Si c'est bon, vous postez, vous publiez en fait. Aussi, il faut peut-être refaire la vidéo. La vidéo. On va le refaire. Donc, vous allez l'aider à trouver des gens pour refaire la vidéo. Et on a besoin de toutes ces personnes-là actuellement. En réalité, ça dit que vous cherchez peut-être à nouer des partenariats avec des studios d'enregistrement, des maisons de réalisation de clips, les maisons d'édition, pourquoi pas, s'il en existe, dans pratiquement toutes les disciplines artistiques. Ce que je veux qu'Artistic Cloud soit, ce sera, disons, une petite mine où ceux qui veulent des talents pour réellement faire grandir ces talents-là peuvent venir trouver ces talents-là, et ceux qui ont des talents peuvent venir là et trouver des gens qui peuvent les soutenir. Je veux que ce soit un peu un carrefour culturel. Ok, un carrefour où les talents et les faiseurs de stars se rencontrent en réalité. Ah oui, ça c'est. Je pense que cela a été bien pensé et j'espère que les uns et les autres pourront vraiment se mettre ensemble pour que ça puisse vraiment marcher. Alors, si je comprends bien, le site est déjà créé. Oui. Depuis quand déjà ça marche? Depuis un mois, oui. Alors, un mois pour la toute petite expérience, comment est-ce que vous trouvez déjà l'idée? Oui, déjà, je n'ai aucune connaissance dans le domaine de la communication, du marketing, tout ça. Mais j'ai eu de l'aide de ces personnes qui sont un peu plus avisées que moi. Okay. Donc, pour le moment, on est en train de voir comment ça se passe, de voir ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas à faire. Donc, déjà, on apprend toujours. Donc, c'est pour ça que quand je dis que les gens peuvent venir participer s'ils sont intéressés, ce n'est pas forcément des gens qui sont déjà des professionnels. Parce qu'Artistic Cloud, on veut montrer que c'est possible de grandir dans ce que l'on fait. Donc, si tu es comme moi, tu n'as pas réellement d'expérience, mais que tu es un friand de l'art, tu vas aider ces artistes-là. Voilà un peu ce que vous pensez faire avec Artistic Cloud. Mais il y a quand même cette question de piraterie. Je peux être artiste, c'est moi qui ai créé ma chanson, je l'ai écrite et tout, je fais la petite vidéo que je vous envoie, vous publiez, et peut-être, je vois, c'est quelqu'un d'autre qui prend la chanson et qui entre en studio et qui la sort en réalité.
comment pensez-vous régler aussi ces genres de susceptibilité? Sur le site, Oui. on a créé un onglet où on a parlé des droits d'auteur. Parce que c'était le problème majeur déjà lors de la création du site. Voilà. J'avais vraiment peur que des gens puissent voler les œuvres des autres. Donc, généralement, on exige, par exemple, pour les dessinateurs, de signer leur œuvre. Pour les écrivains, par exemple, il faudra forcément avoir enregistré l'œuvre au bureau béninois du droit d'auteur ou avoir enregistré l'œuvre sous son nom. Maintenant, le site interdit, on a bien précisé sur ce site-là que les œuvres qui sont publiées sur le site ne nous appartiennent pas artistiques là d'ailleurs, mais appartiennent aux artistes là. Que si quelques personnes se trouvent à emprunter cette œuvre-là sans la permission de l'artiste, ça risque d'être des problèmes pour cette personne-là. Donc on a bien averti les gens sur le site pour rassurer les artistes aussi. Et vous pensez que juste un avertissement pourra ne suffira pas. Réellement... C'est pour ça que je préfère qu'on enregistre ça au nom de la personne avant que ça ne passe sur le site. Bien sûr que bon, pour les chanteurs par exemple, je ne sais pas encore comment ça se fera. Pour les chanteurs, ce sera un peu compliqué. Oui. Parce qu'il n'y a pas de pré-enregistrement de chansons au niveau du bureau, au niveau du Bubedra. Je pense qu'on va y penser. Vous allez y penser. Donc ça fera partie des idées, des perspectives voilà, d'Artistic Cloud. Alors aujourd'hui, donc, on comprend tout simplement, pour y avoir accès, il faut donc aller sur le site www.artisticcloud et pour vous contacter directement. Donc il y a des onglets sur lesquels on peut donc... Quand vous allez sur le site, on a tout expliqué, comment nous contacter, quels sont les objectifs d'Artistic Cloud, ce que nous voulons faire. Tout est précisé sur le site. Tout est précisé sur le site. Alors comment ça se passe avec Paris Dangereux? Ça marche bien? Oui, parce que je pense que la vie, c'est une succession d'expériences. Oui. Et au départ, j'étais un peu sonnée, je n'avais pas compris le milieu, mais maintenant, ça va beaucoup mieux puisque bon, j'apprends beaucoup plus comment faire voir l'œuvre là. Et c'est cette expérience, ce que j'ai appris de cette expérience-là que je veux mettre à profit des autres artistes avec Artistic Cloud. Alors, Mélissa Ouensou, merci d'être venue, écrivaine déjà à 17 ans. Hein, écrivaine à 17 ans, félicitations. Et déjà, un site créé, déjà sur votre parcours, je pense que c'est une idée qui est déjà mise en application. Et nous ne pouvons que vous encourager, vous féliciter déjà pour tout ce que vous faites. Et je pense qu'elle a besoin vraiment de votre soutien également, chers téléspectateurs. Et on va en recevoir également un qui soutient vraiment les artistes, lui-même étant déjà du domaine. Je parle bien sûr de Paco Malomapé qu'on va recevoir tout à l'heure sur la rubrique Horizon Culture. Avec lui, nous allons parler bien sûr des œuvres retournées, restituées au Bénin dans un instant. Merci beaucoup Mélissa. Merci. À très bientôt. Alors c'est la rubrique Horizon Culture qui suit. Oui, un nouveau souffle annoncé pour le tourisme béninois. Des 26 œuvres historiques viendront enrichir très bientôt le patrimoine des attractions, tu allais dire, touristico-culturelles du Bénin. Pas comme Alomakpe, c'est une bonne nouvelle. Vous l'avez annoncé, vous l'avez exprimé au travers vos articles sur votre blog, dans les pages des journaux également. Oui. En tant que gestionnaire de patrimoine, vous avez travaillé beaucoup, même si c'est en privé, sur ce projet et on peut dire que c'est une satisfaction. Évidemment, c'est une satisfaction personnelle, mais je vais dire collective. Tous les Béninois doivent désormais se sentir fiers d'avoir eu la chance à un moment donné de l'histoire de notre pays ou du monde, je vais dire, d'avoir eu un président qui a pris le devant d'un combat très longtemps, qui se baigne dans le domaine de la restitution. Parce que je vous rappelle que ce n'est pas pour la première fois les gens ont demandé pour réclamer des biens. Voilà. Mais pour une première fois au Bénin et je vais dire en Afrique, on a pu mener ce combat et on a eu. Et donc c'est le début d'un long processus, vous savez. Et donc nous sommes fiers de dire que, dans notre
temps contemporain, c'est au Bénin qu'on a pris l'initiative et on s'est bataillé et au finish, nous avons déclenché notre processus qui est réellement la remise ou la restitution de biens. 26, c'est peut-être peu si nous prenons en compte le nombre. Hein, le Bénin seul a 3500. D'autres pays ont près de 6 000, etc. Donc le tout, c'est environ 90 000 œuvres. Mais 26, c'est peu, mais c'est quand même 3 500 œuvres cachetées État, oui. L'État français. Oui. Parce qu'il y en a d'autres qui sont bien sûr. Chez les privés. On parle surtout de ce qui se retrouve dans le patrimoine de l'État français. Nous parlons de ce qui se retrouve dans le patrimoine de l'État français. Voilà. C'est ça. Et donc, on est très heureux, on est très content, mais au même moment, il y a des questions. Il y a des questions qui se posent. Il y a beaucoup qui disent, écoutez, est-ce que le Bénin est vraiment prêt pour accueillir ces œuvres? Oui. Est-ce que si, je pense que le gouvernement a donné la réponse en disant qu'il est prêt. Oui. Et comment analysez-vous cette réponse? Bon, être prêt dans ce sens aurait été plus, je veux dire, convaincant lorsque, quand on descend au Bénin, on trouve par exemple les lieux qui vont pouvoir tout de suite prendre les biens et pouvoir être en mesure de les gérer comme les Français l'ont fait pendant plus de 100 ans. Mais quand vous posez la question, oui, bon, nous avons des idées, on a des projets, mais nous n'avons pas encore les musées, par exemple. Oui, nous avons des ressources humaines disponibles, mais ils ne sont pas encore, je vais dire, recrutés et préparés pour pouvoir tout de suite prendre les biens. Oui, nous avons des allocations budgétaires chaque année pour la gestion du patrimoine, mais on n'en a pas, parce que quand vous prenez par exemple notre direction du patrimoine culturel et vous y allez, et allez voir un peu les conditions dans lesquelles cette direction est gérée, l'équipe très restreinte qui est là, il manque de... Enfin, ce n'est pas encore ce qu'il faut. On comprend donc que les pièces existent, il faut donc les mettre ensemble pour faire fonctionner le moteur qui va en réalité conduire ces œuvres-là vers l'économie touristique au Bénin. Oui. Mais néanmoins, ça reste quand même un atout pour le tourisme du béninois. Bien évidemment, tout de suite, ce qui se passera en France, c'est que tous ces touristes qui vont là-bas découvrir, je ne vous cache rien, les informations, vous les aurez bientôt lorsqu'on va établir les chiffres des visiteurs touristiques pour notre destination Bénin, ça a augmenté. Vous comprenez? Et ça va davantage. Oui, bien sûr. Parce que dès que le Bénin, c'est le Bénin qui dit je voudrais qu'on me restitue mes biens, c'est le Bénin qui a initié des projets prioritaires et phares dans le domaine du tourisme et du patrimoine. Tout de suite, on dit mais c'est quoi ce pays-là qui a autant d'ambition pour la culture et le tourisme? Et donc, les gens veulent venir davantage. Et ça va augmenter avec la nouvelle des 26 œuvres, puisque les amoureux de ces 26 œuvres vont non plus aller en France, mais ils viendront ici. Mais en temps, il faut que d'autres problèmes soient réglés, par exemple la question de visa. Heureusement, c'est ça a été réglé par la question de le e-visa. Depuis chez eux, ils peuvent avoir des visa au Bénin. Voilà, et puis faciliter la procédure. Maintenant, la question de l'hébergement, la question de tous les autres éléments qui doivent être en place pour que le touriste prenne. Et je crois que le processus est en cours. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on travaille. On travaille et qu'il faut que l'État puisse vraiment associer. Ce n'est plus une question des gouvernants, c'est une question de gouvernants, c'est une question de tous les acteurs. De souveraineté en réalité. Bon, voilà. C'est une question, je veux dire, publique. Et quand c'est public, tout le monde doit et tout le monde doit être pris en compte. Voilà. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore des magnons qui sont laissés et qui risquent donner du plomb dans l'aile ce projet-là, parce que tout le monde est content aujourd'hui. Tout le monde est content. Et quand on est trop content aussi, on oublie l'essentiel parfois. Oui. Bon, l'enthousiasme a toujours amené l'homme à oublier un certain nombre de détails. Et justement, mieux vaut rester vigilant et éveillé que de se fondre dans cette satisfaction qui risque de nous absorber. Parce que le débat continue et il y a encore d'autres biens à prendre encore, parce qu'on n'a eu que 26 et on nous a dit c'est les 26, que ce n'est pas le Bénin qui a choisi les 26,
On a dit, bon, on a trié, on voulait remettre les 26. Non, il paraît que c'est le Bénin qui a demandé 26 œuvres, les 26 demandées par le Bénin. Bon, je n'ai pas eu les 26 premières œuvres. Je n'ai pas eu encore la confirmation de ça, mais ça aurait été plus indiqué que ce soit le Bénin qui dise, voilà, compte tenu de ce que nous avons, voilà les projets par exemple sur Vodou, machin, voilà les œuvres qui nous intéressent, ainsi de suite, etc. Et ça va être négocié et tout. Bon, je n'ai pas eu l'information que c'est le Bénin même qui est allé là-bas. C'est le Bénin qui les pour choisir. C'est les 26 œuvres demandées par le Bénin qui seront restituées d'abord. Bon, si j'étais à la place de ceux qui avaient demandé, je n'allais pas demander 26. J'allais demander plus, bon, bien évidemment. Si il faut demander plus pour avoir moins. Vous n'allez pas demander 26. Non, je demanderai la moitié au moins. Ouais, vous tenez, voilà, plus de 1000. Je sais que vous êtes vraiment... c'est pas un amoureux vraiment de ces œuvres-là, parce que j'ai vu tout l'enthousiasme que vous avez nourri quand on avait annoncé c'est pas ce projet de demande de restitution de ces œuvres-là au Bénin. Et donc, quand on parle de ces œuvres qui vont revenir au Bénin, revenons toujours dans l'économie du tourisme aujourd'hui, il va falloir penser à où, dans quelle ville, dans quel projet, dans quelle idée il faut donc classer, parce que c'est une question... quand on parle de tourisme, c'est que les gens iront visiter des villes. Bien sûr. On sait les villes qui intéressent beaucoup plus les visiteurs. Oui. Est-ce qu'il faut mettre ces œuvres-là sur ces chemins-là, sinon dans ces villes, s'il faut les installer dans ces villes-là ou dans nos villes classiques que nous connaissons? Bon, dans le milieu, je vais dire, professionnel, par rapport à cette question, la réflexion est en cours. Mais les idées les plus fortes qui viennent, c'est que le Bénin puisse avoir ce qu'on appelle un musée national. C'est l'idée. Deuxième chose, il faut que ce musée soit installé sur, je vais dire à la limite, un territoire neutre. Et quand on dit un territoire neutre, parce que, attendez bien, c'est ce que va se passer, on en parle déjà, la guerre de propriété sur celui qui aura... la ville qui aura... Oui, il y a cette guerre-là désormais, parce que Ouida va dire, mais écoutez, oui, amenez ça à Ouida. Abomey est là pour dire, bon, c'est Abomey dira, c'est nous les rois. Voilà. Et donc, ce sont nos communautés qui ont généré ces biens-là, et par conséquent, c'est à nous de les avoir. Mais, en principe, la démarche, je vais dire scientifique ou neutraliste, consisterait à choisir une ville neutre, comme une ville métropolitaine, je parle de Cotonou, ou une autre ville neutre, dans laquelle on va mettre en place l'infrastructure qu'il faut, les moyens qu'il faut, les ressources qu'il faut pour que ces biens puissent retourner à ces endroits. Cette neutralité est très importante. Je le dis parce que, vous allez constater bientôt avec moi qu'il y aura cette guerre de propriété. C'est-à-dire qu'au-delà de oui, on a les biens, à un moment donné, il y aura cette guerre de propriété entre les communautés qui ont généré les biens qui vont venir, oui, et maintenant l'ambition ou l'État qui souhaiterait donner une certaine orientation. Oui. Ça va être une question de... C'est l'État qui va trancher, bien évidemment. Mais en voulant trancher, déjà, voilà quelques propositions des scientifiques sur la question, la neutralité du choix de la ville, la neutralité de l'infrastructure qui va... Vous souhaitez qu'on choisisse Parakou? Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque c'est neutre. C'est une ville neutre, vous comprenez? C'est une ville neutre. Et on choisit cette ville, mais en réorientant les efforts de communication, de mobilisation des touristes vers cette ville-là, bien évidemment. Parce que c'est ce travail qui doit être fait de façon constante. Vous savez, la facilité de Cotonou, c'est que Cotonou, bon, il y a l'aéroport, il y a suffisamment d'infrastructures pour pouvoir accueillir. La commune n'a pas en tant que telle un musée ici. Il n'y a presque pas de musée à Cotonou. Donc, voilà un peu les choix. Mais c'est pas nous ne faisons que des propositions. Pourquoi ne pas penser peut-être à Kolakodi? Pourquoi pas? C'est toute une histoire. Oui, encore qu'il y a des musées, des infrastructures, des bâtiments architecturaux qui sont là pour pouvoir quand même être utilisés à cette fin-là. À cette fin-là, oui. Je pense que, bon, peut-être ce ne sont que des propositions. On verra les autres aspects à prendre en considération. Bien sûr. Pour vraiment
profiter de cet acquis-là au profit, bien sûr, de l'économie. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes disponibles pour la culture et notre patrimoine. N'est-ce pas? Ouais. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci. Allez, on va quitter Paco Alomanke et rejoindre Amadine Aniabossou dans le studio de BB24. Avec elle, nous allons suivre l'actualité du développement. C'est le 19h45. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le Bénin appuie le développement de la filière carité au profit des femmes. Un projet a été initié à cet effet afin de renforcer l'autonomisation des femmes dans les zones de production. Le 1er décembre prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Connaître ton statut, c'est le thème retenu pour cette 30e édition. Le dépistage est essentiel pour étendre la couverture du traitement. Les jeunes diplômés sans emploi se mettent ensemble pour trouver une solution au chômage au Bénin. Le Conseil national pour l'emploi des jeunes est désormais leur sujet de discussion. Merci de votre fidélité. Le karité béninois est-il en passe de se développer davantage? À cette question, on est bien tenté de répondre par l'affirmative. Le gouvernement béninois, le cadre intégré renforcé et plusieurs partenaires viennent en effet de lancer un projet d'appui au développement de la chaîne de valeur karité. Et comme les femmes sont au cœur de l'activité, le projet met un accent particulier sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Michel Elegbe, Estelle Pazou. Dans toutes les zones de production, la transformation du karité a toujours été l'apanage des femmes. Du ramassage des amandes jusqu'aux produits finis, elles seules interviennent. Elles contribuent ainsi à la valorisation du karité et à l'entrepreneuriat féminin. 2 points essentiels au projet d'appui au développement de la chaîne karité pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Moi, je crois que c'est un très bon projet parce que beaucoup de programmes ont été cités qui doivent être exécutés pendant les 3 ans de ce projet. Tous les programmes qui entrent en ligne de compte pour la mise en œuvre du projet ont essentiellement trait à la formation des acteurs de la filière. Plus de 200 000 femmes seront impactées à travers une amélioration des techniques de ramassage, de stockage, de séchage et de transformation des amandes. À terme, elles envisagent un accroissement de leur production, mais elles ne maîtrisent pas encore le marché d'écoulement, ceci aussi bien au niveau local qu'international. Nous allons surtout demander au projet de nous aider à avoir assez de marché. Parce qu'en nous donnant des formations à mieux faire, si nous faisons mieux, ça veut dire que nous sommes en train d'améliorer. Maintenant, en améliorant, ça veut dire que nous pouvons produire beaucoup. Dès que nous allons produire beaucoup, où est-ce que nous allons le vendre? Il faut qu'ils y pensent vraiment. Dès que nous on produit, que les autres achètent, qu'ils consomment. Là, nous, on pourra avancer dans ce sens-là. Mais sans la consommation locale, comment on peut encourager celui qui est hors de notre pays à consommer? C'est à nous de consommer, de dire c'est bon. Et comme ça, celui qui est de l'autre côté, il a dit, ah voilà, les autochtones même apprécient, donc faisons comme eux. Traité, transformé ou bien emballé, voilà à quoi ressemble le karité. Il peut être utilisé à des fins variées. Le beurre de karité se consomme sous diverses formes. Ce n'est pas seulement prendre l'huile pour faire la sauce qui dit que tu consommes. Tu peux utiliser le savon, tu peux utiliser la pommade, tu peux utiliser les produits pharmaceutiques. À partir du moment où il y a du beurre de karité dedans, tu es en train de le consommer. Pour rappel, le karité est le 3e produit d'exportation au Bénin derrière le coton et l'anacarde. Environ 30 000 tonnes de noix sèches sont transformées, soit moins de 50% du volume disponible. D'un coût total de plus de 3,5 milliards de francs CFA, le présent projet veut battre ce record en comptant d'abord sur les femmes transformatrices. Le VIH-Sida est toujours d'actualité. La journée mondiale de lutte contre la maladie a pour objectif d'inciter chacun à se faire dépister afin de connaître son statut sérologique. En cas de contamination, des traitements existent. Comment se faire dépister et comment réguler le stock de médicaments?
Pour éviter les tensions, Moussa Bachabi, coordonnateur adjoint du programme Santé de lutte contre le sida, explique au micro de Louis Koudogbo et Charlotte Bouvier. Une dynamo mondiale, elle est utile. C'est pour rappeler les bonnes habitudes et voir les défis qui restent à relever par rapport à la lutte. Et par rapport à ça, cette année, le thème qui a été choisi, c'est connaître ton statut, c'est faire en sorte que tous les PVVIH puissent vraiment connaître leur statut sérologique. Parce que plus tôt vous connaissez votre statut, plus tôt vous êtes mis sous réserve et vous avez la chance vraiment de pouvoir survivre longtemps. C'est vrai qu'on a une tension sur des médicaments de deuxième ligne. Vous savez, le traitement pour le VIH, il y a plusieurs lignes par rapport au traitement. Il y a des traitements de première ligne sous lesquels 80% de nos malades sont sous ce traitement. C'est quand ce traitement échoue qu'on arrive à mettre les malades sous deuxième ligne. Et donc, c'est par rapport à ces malades de deuxième ligne qu'il y a une molécule qui est sous tension. C'est le lopinavir qui est sous tension parce que la répartition de ces molécules sur les sites, je peux dire, il y a un grand site qui est à Cotonou ici, qui n'a pas fait une gestion optimale. Et c'est ce qui a fait que les malades qui devaient se rendre sur ce site pour prendre leur traitement avaient des difficultés. Mais le problème est déjà cerné et nous avions déjà même un stock qui est déjà disponible au niveau de la centrale d'achat des médicaments essentiels du ministère de la Santé. Et tout est en train d'être mis en œuvre pour que ce médicament soit rendu disponible sur ce site, qui est un site de prise en charge qui est à Cotonou ici. Autre élément dans ce journal, les jeunes diplômés sans emploi se donnent la main pour améliorer leurs conditions de vie. Ils créent à l'occasion le CONEJ, Conseil national pour l'emploi des jeunes, une instance au sein de laquelle ils entendent trouver des solutions aux questions liées à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Reportage Enoch Ronkwati, Petroni Lokoso. Ils sortent chaque année de nos universités, bardés de diplômes, mais peu arrivent à s'insérer sur le marché de l'emploi. Pourtant, ils représentent plus de 60% de la population active. Les jeunes diplômés sans emploi sont soucieux de leur situation sociale. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. Au début, l'appellation était FENADEB, entendez Fédération nationale des diplômés sans emploi du Bénin. Mais dans la discussion, nos jeunes frères qui n'ont pas eu le bac, mais qui ont quand même eu d'autres diplômes, tels que le CAP, les diplômes professionnels, nous ont contactés et ont souhaité quand même faire marche avec nous. Raison pour laquelle nous avons décidé en notre sein, à l'ouverture de notre congrès, de changer la dénomination initiale et nous sommes devenus maintenant Conseil national pour l'emploi des jeunes, entendez CONEJ. À la tête de ce creuset, 11 membres. Et comme feuille de route, négocier et faciliter le couloir de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes diplômés sans emploi. Tous sont conscients que l'État, employeur sûr, a ses limites. Ces jeunes demandent alors des formations complémentaires qui seraient en parfaite adéquation avec le marché de l'emploi. Nous tous ne pouvions pas aller vers la fonction publique. Nous sommes conscients de cela. Nous voulons quand même que l'État nous donne encore d'autres formations, puisque ce que nous avons reçu dans les universités ne sont pas adéquats avec ce que nous rencontrons sur le marché de l'emploi. Donc nous voulons être quand même formés pour vraiment être à même de travailler convenablement sur le terrain. Et pour ce faire, ils ont choisi comme thème principal le marché de l'emploi au Bénin, état des lieux, défis et perspectives. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la question de l'environnement de l'emploi est autre. Il y a de nouveaux emplois qui naissent, mais il n'y a pas de formation dans des universités pour en réalité donner une valeur à ces personnes-là qui ont des aptitudes dans ces domaines. Il faut que l'État réadapte les diplômes de formation professionnelle au sein des universités, peut-être même à partir du primaire jusqu'au niveau de l'université. Sinon, si on ne le fait pas, on va continuer par produire des médecins, on va continuer par produire des juristes, on va continuer par produire des personnes en réalité qui, dans leur parcours académique, sont destinées au fait à l'usage de la bureaucratie. Prochaine étape, la décentralisation de leurs actions au niveau communal et départemental. Hors du
du Bénin, le groupement interpatronal du Cameroun a indiqué que la crise sociopolitique qui secoue les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2 ans a déjà fait perdre 270 milliards de francs CFA à l'économie camerounaise et 6 500 emplois. Une situation difficile qui entraîne un ralentissement des activités de la Cameroun Development Corporation. La CDC constitue le plus gros employeur du pays après la fonction publique avec 22 000 salariés. Aujourd'hui, elle ne fonctionne qu'à peine à 20% de ses potentialités. Conséquence, la production de l'huile de palme, du caoutchouc, de la banane et des autres produits qui sont la spécialité de cette entreprise publique connaît une forte décote cette année. Entre 2007 et 2017, la Banque africaine de développement a accordé un appui financier de plus de 120 millions de dollars, soit environ 69 000 milliards de francs CFA, au secteur agricole mozambicain pour 9 opérations. Près de 240 000 personnes ont bénéficié d'une amélioration dans leur activité agricole et 25 000 producteurs ont été formés à des technologies agricoles améliorées. En outre, 90 km de routes ont été construites ou réhabilitées dans les zones de production agricole et plus de 16 000 hectares de terres agricoles ont amélioré leur gestion en eau. Selon la BAD, l'agriculture fournit 24% du PIB et emploie 70% de la population active du Mozambique, principalement de subsistance. L'activité agricole n'utilise que 20% des 36 millions d'hectares de terres arables que possède le pays. Et ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à vous, Amadine Niabossou, pour la présentation du journal. On va se retrouver certainement demain, 19h45, c'est ça? Ce sera avec Ulvaïs Balogo. Et vous serez sur le plateau du Grand Rendez-vous. de Nature et Bien-être, voilà. Version environnement, c'est ça? C'est ça. À demain donc, Amadine Niabossou. Bonne soirée à vous. On reste avec vous. La soirée continue avec vous, chers téléspectateurs, sur le Grand Rendez-vous. On va rejoindre les hommes de santé, nature et bien-être à présent. Bienvenue sur Nature et Bien-être. Aujourd'hui, nous parlons du taux de transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Il paraît que le taux de risque a chuté, mais qu'est-ce qui a favorisé cela? C'est à cette question que nous allons répondre dans un instant. Suivons tout d'abord ce reportage de Marcel qui nous parle des préventions. Prévention SIDA, regardez. Transmissible par voie sanguine, sexuelle ou encore de la mère à l'enfant, le VIH-Sida touche toujours une frange de l'humanité. Mais pour certaines personnes, le dépistage n'est pas important. Pas de raison fondamentale pour être réticent aujourd'hui à se faire dépister. Parce que si vous ne vous faites pas dépister, vous ne connaîtrez pas votre état sérologique. Et si vous ne connaissez pas votre état sérologique, vous êtes ignorant. Ignorant de votre statut VIH ou pas. Donc, il faut se faire dépister. Et lorsque vous êtes dépisté séropositif, vous êtes pris en compte, vous êtes pris en charge, vous êtes pris sous protocole, vous prenez vos ARV, vous êtes sous traitement et vous vivez normalement. Au Bénin, le programme santé de la lutte contre le sida assure la coordination des activités pour intensifier la lutte. Pour lutter efficacement contre cette maladie, nous utilisons des méthodes pour contrer les 3 voies de transmission qui sont la voie mère-enfant, la voie sanguine et la voie sexuelle. Donc en matière de transmission sexuelle, nous avons surtout la promotion de l'utilisation des préservatifs, surtout pour les jeunes. Il faut signaler aussi que le dépistage systématique tous les 3 mois est aussi donc une méthode de prévention, ce que les gens ne comprennent pas. Que faire pour éviter le risque de transmission de la mère à l'enfant? Pour éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant, c'est de prévenir. Pour prévenir, il y a un programme que nous appelons la PTME et de plus en plus on l'appelle ETME. La PTME doit nous amener à l'ETME. La PTME, c'est la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, du VIH. Et le TME, c'est l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Donc il faudrait que toute femme enceinte, toutes les gestantes aillent en consultation prénatale, qu'elles se fassent dépister. Et au cas où
elles sont séropositives, qu'elles acceptent le protocole, donc qu'on les mette sous protocole et qu'elles accouchent dans les centres agréés. À l'heure actuelle, on entend parler de prévention combinée. Une prévention combinée, c'est rien d'autre que la mise en commun de plusieurs méthodes de prévention qui individuellement restent efficaces. Maintenant, c'est comme si donc, on regroupe donc, les méthodes et on laisse le choix à la personne d'opérer. À un moment donné, pour que donc, la personne se retrouve couverte à tout moment. Malgré les progrès réalisés contre le sida, prévenir vaut et vaudra toujours mieux que guérir. Alors, on revient en plateau avec le médecin colonel Alain Azondécon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans le reportage, nous parlons de prévention du VIH-Sida. Est-ce qu'en matière de transmission du VIH de la mère à l'enfant, on peut parler également de prévention? Justement, aujourd'hui, c'est l'un des facteurs très importants dans la prévention de la transmission du virus à l'échelle d'une population. Oui. Parce que quand vous parlez de la prévention, la transmission de la mère à l'enfant, vous touchez l'époux, vous touchez l'enfant qui est le devenir de la société. Donc, c'est un type de prévention qui est vraiment à la croisée des chemins. Oui. Alors, comment ça se passe? Vous avez parlé, il faut toucher le papa, il faut toucher la maman et toucher l'enfant. Commençons par le papa, déjà. Voilà. Qu'est-ce qui le concerne dans cette prévention? Puisqu'on parle de transmission de la mère à l'enfant. Merci beaucoup. Parce que quand vous avez un père qui est infecté au VIH, il peut transmettre le virus à la maman. Mais s'il ne suit pas les voies de prévention. Si c'est lui le géniteur, c'est qu'il aurait déjà transmis le virus. Oui, le virus se transmet de la mère à l'enfant, mais quand la prévention se passe au niveau du père, la mère ne sera pas infectée. Donc, ne pourra pas transmettre à l'enfant. Alors, donc ça, c'est avant la grossesse, alors? Avant la grossesse, voilà. Avant la grossesse. Maintenant, si la femme était déjà infectée et que l'homme n'est pas infecté, il y a encore ce qu'il faudrait faire pour empêcher maintenant, ce que vous avez fait pour empêcher la maman de transmettre le virus à l'enfant. À l'enfant. C'est ça. Alors, donc, il y a plusieurs cas. On se retrouve dans le cas où c'est le papa qui est infecté, par exemple. Donc, une fois qu'il a fait son dépistage et il constate en réalité qu'il est donc séropositif, donc on peut le traiter pour qu'il ait un enfant sain. Absolument. On le traite, c'est pour qu'il ne transmette pas le virus à la mère. À la mère. Voilà. Parce que quand nous avons un enfant qui est infecté au VIH, la première personne qu'on teste, c'est la mère. C'est la mère. Ce n'est pas le père. C'est la mère. Maintenant, si on teste la mère, que la mère elle est infectée, on se dit, mais d'où vient cette infection? Également, parce que même si la mère est infectée, il faut savoir connaître le statut du père. Sinon, si le père n'est pas infecté, il y a des risques de transmission du virus de la mère au père. Et le père, si le père contacte encore d'autres relations, il pourrait encore transmettre. Donc, il faudrait vraiment bloquer vraiment cette chaîne de transmission. Alors, au cas où le père, avant la grossesse, n'avait pas peut-être fait son dépistage, ne savait pas qu'il est séropositif et mère enceinte, la maman. Dans ce cas, c'est sur la maman qu'il faut agir ou on agit également sur les deux? Voilà, donc c'est ce pourquoi au niveau de nos consultations prénatales, le dépistage du VIH est systématiquement proposé. C'est ça. Donc, on propose le dépistage. Si la mère n'est pas infectée, ce que nous avons souhaité, on lui donne des conseils, mais c'est souhaitable d'inviter le mari pour que le mari également soit dépisté. Parce que si, au cas où le mari ne serait pas dépisté, que le mari serait positif, si au cours de la grossesse, les rapports sexuels, on ne peut pas les arrêter. Si jamais la mère était infectée au cours de la grossesse, voilà que vous avez reçu cette femme au cours du premier trimestre de la grossesse, elle est négative, le père en temps était positif, vous ne l'avez pas dépisté, vous n'avez pas dépisté pour pouvoir prendre les mesures pour empêcher ce père de transmettre le virus à la mère, mais à la fin, cet enfant est infecté. C'est ce pourquoi.
même quand nous faisons le testing au premier trimestre, même certains proposent qu'en salle d'accouchement, au début du travail, qu'on teste la femme. Qu'on teste la femme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et la transmission va avec la quantité de virus que vous avez dans l'organisme. Et dans l'histoire naturelle de la quantité de virus dans le sang de la mère, les premiers moments, les 3 premiers mois après le contact infectant, vous avez des charges virales, comme on l'appelle, très élevées. Donc, plus la charge virale est élevée, plus le risque de transmission est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Voilà. Vous avez parlé de l'étape de le jour d'accouchement même, de faire également un test. Il y en a qui préconisent cela. Idéalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour sauver l'enfant? Mais justement, quand vous savez que... Puisqu'il a déjà vécu 9 mois. Il a déjà vécu 9 mois, oui. Puisque, en fait, les risques de transmission in utero sont très faibles par rapport au risque de transmission dès que le travail commence. Ah, d'accord. Voilà. Et dès que le travail commence, il y a si la femme n'était pas connue, vous admettez cette femme-là en salle, vous avez constaté que cette femme est infectée au VIH, le travail a démarré, il y a un certain nombre de choses qu'on fait au niveau de la mère, et dès que l'enfant naît, il y a ce qu'on doit lui faire. Donc, nous avons des médicaments qui sont disponibles. Il y a aussi tout ce qu'il faudrait faire pour réduire le risque de transmission, parce que nous connaissons ces facteurs. Okay. C'est-à-dire un travail qui dure, des manœuvres qu'on fait pour pouvoir faire sortir l'enfant, un accouchement difficile. Il faudrait faire en sorte, parce que ça devient une grossesse à risque, et ça doit être traité comme tel. Comme tel. Voilà, merci. Ok. Donc, on peut donc sauver l'enfant, quoi qu'en soit l'étape de la grossesse. C'est justement le rôle vraiment des programmes qui doivent faire en sorte que toutes ces stratégies soient disponibles et mises en œuvre. Alors, on parle aujourd'hui de la chute du risque de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Qu'est-ce qui a favorisé cela et qu'est-ce qui vous fait dire ça en réalité? Oui. Déjà, quand on voit un peu l'histoire naturelle des différentes interventions qui sont faites pour pouvoir réduire la transmission du virus de la mère à l'enfant, tout début, quand on ne faisait rien, sur 100 mères, il y a quand même 30 à 40 qui transmettent le virus à l'enfant. Et progressivement, nous avons eu des interventions pour réduire. Il y a un moment, on était autour de 10%. Bon, actuellement, disons qu'avec les interventions que nous avons, si les interventions sont effectives, nous devons être normalement à moins de 1%, sinon que 0%. Ah, 0%? Absolument. Wow. C'est de faire ce qu'il faudrait faire. C'est ça. Et dans ces conditions, vous comprenez, je prends quelque chose de très simple. Vous dites à la mère, voilà ce qu'il faudrait faire pour pouvoir réduire la transmission du virus de la mère à l'enfant. Si cette mère n'a pas partagé son statut avec son mari, que le mari découvre, vous imaginez? Ce serait dangereux. Hein? Voilà. Ce serait pas bien. Donc, vous voyez que... Et si, voilà ce que nous devons faire. Et si en temps, dans les formations sanitaires, nous n'avons pas le nombre de personnel, c'est-à-dire le personnel qu'il faut, nous n'avons pas tous les intrants, nous avons les médicaments, nous n'avons pas encore d'autres choses, la motivation, l'état de notre système sanitaire. Je crois que vous pouvez tout avoir, mais le virus passera de la mère à l'enfant. Est-ce que ces dispositions sur ce plateau technique existent dans les hôpitaux au Bénin, tous les hôpitaux au Bénin aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, nous avons fait en sorte pour que nous ayons, presque toutes les maternités aujourd'hui peuvent déjà offrir ce genre de programme. Okay. Mais vous savez très bien que quand vous jetez un coup d'œil en fait, sur notre système sanitaire, je crois qu'avec l'actualité, ça se dit, non, pas déjà assez de ressources. Certaines fois, vous avez les réactifs manquent, les médicaments manquent, parce que pour faire vraiment... Il faut rendre effectif en fait ce qui est écrit, parce que ce qui doit être fait, c'est connu de tout le monde. Mais c'est de rendre effectif ce qui a été décidé. Et c'est là où le bas blesse. Merci beaucoup à vous, médecin-colonel Alain Azondékon, d'être venu sur ce plateau. On comprend tout simplement qu'en matière donc, de prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, il s'agit donc de prendre en compte toute la famille en réalité, c'est-à-dire le père, la mère
et pour pouvoir vraiment protéger l'enfant qui est dans le ventre. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et pour toutes ces explications, et bien comprises également par nos téléspectateurs, ce sera tout pour les émissions plateau, pardon, pour les plateaux entretien de ce grand rendez-vous. La suite, ce sera sur la toile et c'est à travers l'ActuWeb. D'ici 2050, la Chine et l'Inde annoncées en tête de l'économie mondiale avec la France hors du top 10. C'est ce que nous apprend le récent classement produit par la firme internationale d'audit et de conseil PwC. Les études en termes de produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat montrent que les USA n'auront que la 3e place. Une autre information majeure, c'est qu'on va retrouver dans le top 10 des pays émergents comme l'Indonésie en 4e position, le Brésil en 5e position, la Russie 6e ou encore le Mexique en 7e position. La Chine et l'Inde ont connu des progressions fulgurantes grâce à leur économie soutenue par une forte population et un système productif, compétitif et discipliné. Le classement de PwC informe aussi que les pays émergents entrant dans le top 10 en s'unissant vont avoir une économie plus puissante que l'Union européenne. Le continent africain, bien qu'il ait le potentiel démographique et les ressources du sous-sol, ne semble pas prêt de s'aligner dans cette bataille. En Afrique, les politiques continuent de débattre sur la construction de marchés uniques. Dans le même temps, elles font durer les négociations avec l'UE. Et chacun des pays continue de tendre la main à toutes les formes d'aide en provenance de la Chine, du Japon, de l'Inde ou de plus en plus, Jair Bolsonaro a laissé entendre de la Corée du Sud. Parlons environnement à présent pour vous informer que le Brésil a renoncé à la COP25 en 2019. Les raisons évoquées par le ministère brésilien des Affaires étrangères sont, je cite, en raison des restrictions budgétaires et du processus de transition avec la nouvelle administration qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2019, le gouvernement brésilien s'est vu contraint de retirer son offre de recevoir la COP25. Cette annonce a eu lieu quelques jours avant l'ouverture de la COP24 en Pologne. Toutefois, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a laissé entendre qu'il pourrait, sous certaines conditions, faire sortir le Brésil de l'accord de Paris sur le climat, alors que son pays détient 60% de la surface de l'Amazonie, poumon de la planète. Le sommet de 2019 sur le climat doit avoir lieu du 11 au 22 novembre et le Brésil était le seul candidat pour l'organiser. Dernière information sur la toile, des traces de matière fécale sur les écrans de commande de McDonald's. C'est à la suite d'une étude menée par le magazine britannique Metro que nous apprenons que les bactéries fécales ont été retrouvées sur certains écrans de cette marque. Une révélation qui fait froid dans le dos, d'autant plus que McDo semble avoir rehaussé ses exigences en matière d'hygiène. Au total, 8 restaurants McDonald's ont été testés du côté de Londres et Birmingham. Tous les restaurants ont présenté la même caractéristique, à savoir la présence de coliformes fécaux sur leurs écrans tactiles. En plus d'être dégoûtante, cette information tend à mettre en lumière les dangers sanitaires d'une telle bactérie puisque ces dernières provoquent le même type d'infection qu'une personne peut contracter dans un hôpital. Pour Paul Matawele, chercheur associé à cette étude, c'est dans ce genre d'endroit que les germes peuvent assez facilement se développer. Résultat, il ne faut pas hésiter à se nettoyer les doigts et les mains. Un constat renforcé par la découverte de traces de staphylocoque, une terrible bactérie pouvant aller jusqu'à causer une intoxication sanguine et contagieuse. Autre type de maladie contractable, la listeria, qui, elle, affecte plus particulièrement les femmes enceintes et les personnes présentant un système immunitaire faible. C'est tout pour cette revue de l'actualité du web. À demain pour d'autres informations.
Merci à vous, Yasmine Damata, pour la présentation de l'ActuWeb. Rendez-vous demain pour une autre édition, oui, sur la toile du grand rendez-vous. La météo revient avant la clôture. Allez, fini pour ce numéro du grand rendez-vous. Demain, 19h, vous en aurez un autre. Et merci de nous avoir suivis.